Cette série s'inscrit dans une démarche de développement d'une culture scientifique générale, particulièrement en sciences de la Terre, non seulement chez l'étudiant universitaire qui peut s'inscrire au cours, qui est un cours de l'enseignement à distance de l'Université Laval, mais aussi chez le grand public qui peut suivre à sa guise cette série d'émissions. Bien que la planète Terre soit notre demeure, je suis toujours un peu surpris que l'on connaisse relativement peu les grands phénomènes qui l'affectent. En 13 heures d'émission, nous allons donc tenter de mieux connaître cette planète. Depuis toujours, l'homme est persuadé que la Terre est unique dans l'univers. Avant Galilée, même, on croyait qu'elle était le centre de l'univers. Nous sommes loin de connaître tout l'univers, mais l'exploration spatiale tend à confirmer une certaine unicité à la Terre. La Terre est unique par son atmosphère, elle est oxygénée. Elle est unique aussi à cause de la présence d'eau liquide à sa surface. On l'appelle la planète bleue. Seul Mars possède de l'eau, mais sous sa forme solide. Elle est aussi unique à cause de ses températures qui se situent dans une fourchette relativement étroite, moins 90 degrés à plus 50 degrés Celsius. Unique aussi par la dynamique de sa croûte terrestre qui est constituée de plaques lithosphériques qui bougent les unes par rapport aux autres. Et puis évidemment unique grâce à la présence de vie sur Terre. Entre l'homme et la planète, il existe une relation à double sens. Les comportements de la planète, si je peux m'exprimer ainsi, nous dominent. Les médias nous rappellent régulièrement ces tremblements de terre en Californie ou au Japon, encore volcanisme aux Philippines ou tsunami meurtrier en Indonésie, et j'en passe. Tous ces cataclysmes nous rappellent que nous n'y pouvons pas grand-chose et que la Terre nous domine par ses agissements. Tout au mieux pouvons-nous tenter de prévoir et de se préparer en conséquence, et finalement ramasser les pots cassés. Ces comportements sont des comportements à très court terme, on pourrait même dire instantanés. Mais il y a aussi des comportements qui sont à plus long terme. Évidemment, vous avez tous entendu parler de ces changements climatiques. Des augmentations du niveau de CO2 dans l'atmosphère pourraient créer une intensification de l'effet de serre avec un réchauffement des températures, une montée possible du niveau marin et toutes sortes de conséquences du genre que l'humanité est susceptible de connaître dans un laps de temps relativement court. Dans l'autre sens, nous sommes les usagers de la Terre et nous dépendons de ses ressources, ressources alimentaires, ressources minérales, ressources énergétiques. Cependant, nous éprouvons de plus en plus de difficultés à gérer cette demeure qu'est la planète. Les espèces animales et végétales se sont succédées à la surface de la planète à toute fin pratique depuis le début de la formation de la Terre. L'Homo sapiens, l'homme, est la première espèce capable d'influencer de façon significative, consciemment ou inconsciemment, le milieu dans lequel il vit, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau planétaire. Bien sûr, on peut parler d'insouciance, d'incurie au niveau de la gestion de l'environnement. Mais il est une autre composante très importante, c'est l'ignorance. Les gestionnaires de l'environnement, ou même Monsieur Tout-le-Monde, prennent parfois des décisions qui s'avèrent être des catastrophes, bêtement par ignorance. La clé de toute bonne gestion, c'est la compréhension, la connaissance des phénomènes géologiques. Et je ne parle pas uniquement une gestion au niveau de l'environnement local, mais au niveau aussi de l'environnement planétaire. Cette série d'émissions vise donc à vous fournir cette connaissance minimale de la planète qui vous permettra de mieux connaître l'environnement dans lequel vous vivez. C'est là donc un des objectifs de cette série d'émissions. Bien sûr, il y a cet aspect de la relation immédiate entre l'homme et la planète. Mais il y a aussi un autre aspect non négligeable. De tout temps, l'homme a tenté de comprendre l'univers. Même si nos civilisations sont plutôt axées aujourd'hui sur une science utilitaire, la poursuite de la connaissance fondamentale demeure une démarche gratifiante pour l'intelligence humaine. Nous sommes toujours préoccupés par des grandes questions comme d'où vient l'univers, comment s'est formée la Terre, quand et comment sont nés les continents et les océans, comment est apparue la vie sur Terre, quel a été le moteur de son évolution, ou même quel est le devenir de la planète.
Toutes ces questions interpellent autant le scientifique que le philosophe. Je viens de le dire, cette émission s'inscrit dans une démarche de développement d'une culture scientifique. La culture scientifique, ce n'est pas uniquement l'accumulation de connaissances dites scientifiques. Les ordinateurs sont beaucoup plus puissants à cet égard que nous dans le stockage de l'information. La culture scientifique, bien sûr, c'est de posséder les connaissances de base, mais c'est aussi et surtout une façon de comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est une démarche de la pensée humaine qui n'est pas la seule qui nous permet d'appréhender l'univers et ses composantes. La culture scientifique, c'est aussi de comprendre que les hypothèses, les théories ont été formulées par des hommes, et des hommes qui ont vécu à une époque donnée et qui, fatalement, ont été influencés par leur époque. La science n'est pas désincarnée, elle s'est faite et elle continue à se faire par des hommes. Aussi, je vais tenter, dans la mesure du possible, quand nous allons parler de la formulation d'une théorie ou d'une hypothèse, de vous donner des jalons historiques pour le développement de cette théorie ou cette hypothèse. Par-dessus tout, nous allons regarder la Terre comme un grand système, c'est-à-dire comme un ensemble d'éléments reliés entre eux qui interagissent et qui fonctionnent comme un tout complexe. La série se divisera en 4 grandes parties. Dans la première partie, qui va former un bloc de 3 émissions, nous allons étudier la géodynamique interne, c'est-à-dire nous allons examiner les processus qui agissent à l'intérieur de la Terre. On va voir des sujets comme la structure interne de la Terre et bien sûr, on va disséquer la théorie de la tectonique des plaques. Nous allons parler de formation des océans, de dérive des continents, des phénomènes qui découlent de la tectonique des plaques, le volcanisme, les tremblements de terre, la formation des chaînes de montagnes. Voyons quelques extraits. La portion supérieure du manteau, celle qui se trouve juste sous la croûte terrestre et qui apparaît en brun foncé sur ce schéma, est par contre, elle, solide. Cette découverte de la présence d'une couche rigide en dessous de la croûte terrestre et dans la partie supérieure du manteau est fondamentale pour notre compréhension de la façon avec laquelle vont se déplacer les plaques à la surface de la planète. Nous avons donc ici cette carte des plaques lithosphériques. On compte 14 plaques lithosphériques. Certaines sont très grandes, d'autres sont beaucoup plus petites. Les grandes plaques, la plaque du Pacifique, par exemple, ici, est une grande plaque. La plaque de l'Amérique du Nord est assez grande, plaque de l'Amérique du Sud aussi, de l'Afrique, de l'Eurasie. Donc ça, c'est les grandes plaques essentiellement. On a des plaques plus petites. Ce qui avait sérieusement manqué à Wegener, c'était une bonne connaissance de la nature des fonds océaniques. Et c'est finalement cette connaissance qui va relancer l'intérêt pour son hypothèse à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans la première moitié du 20e siècle, on en était arrivé à avoir une connaissance à peu près approximative des fonds océaniques. Mais c'est véritablement durant la Deuxième Guerre mondiale qu'on a fait sérieusement des relevés systématiquement dans les océans à l'aide de la méthode du sonar. Et si une plaque lithosphérique se déplace au-dessus d'un point chaud qui fonctionne sporadiquement, on aura la formation d'un chaînon de volcans, comme le montre ici cette animation. Dans ce chaînon, les volcans les plus vieux vont se situer à l'extrémité du chaînon qui est la plus éloignée du point chaud, alors que les volcans les plus jeunes vont se situer à proximité du point chaud. Voyons le pourquoi de ces tremblements de terre. Lorsqu'un matériau rigide, comme cette latte de bois, est soumis à des contraintes de cisaillement, elle va se déformer. Elle va se déformer jusqu'à atteindre sa limite d'élasticité. Et lorsqu'elle aura atteint cette limite, elle va se fracturer. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est que le matériau a accumulé de l'énergie et qu'il a tout à fait... La deuxième partie va former, elle aussi, un bloc de 3 émissions. Nous allons examiner les matériaux de la croûte terrestre. Bien sûr, les roches et les minéraux, mais aussi les ressources que nous procure la planète. Les ressources minérales, bien sûr, l'eau, les hydrocarbures et les métaux. Une des propriétés les plus remarquables chez les minéraux, c'est la forme cristalline. Chaque minéral cristallise dans un système qu'on appelle un système cristallin. Chaque minéral va toujours reproduire la même forme régie par ce système cristallin. Voyons quelques exemples. Bon, on a vu il y a quelques minutes que la halite cristallisait dans le système cubique.
À ce stade-ci, nous sommes encore bien loin d'un champ de pétrole. Il nous reste encore plusieurs conditions à remplir. Nous avons cependant rempli les deux premières conditions. D'abord, avoir accumulé de la matière organique et l'avoir protégée de l'oxydation, et ensuite d'avoir enfoui cette matière organique à une profondeur spécifique. À ce stade-ci, nous avons dans la roche, nous avons des gouttelettes d'hydrocarbures qui sont disséminées dans cette roche. Rappelez-vous qu'on... Dans la troisième partie de l'émission, qui elle aussi va former un bloc de 3 émissions, nous allons étudier la géodynamique externe cette fois, c'est-à-dire les relations entre la surface de la planète et l'atmosphère. Nous allons donc voir des sujets comme l'évolution des surfaces continentales, les relations entre continents et océans, les échanges entre océans et atmosphère, et en insistant surtout, cette fois, sur les grands cycles bio-géochimiques qui régissent ces échanges. Et puis, nous allons terminer la dernière émission de ce bloc avec le grand sujet des changements climatiques. Nos magnifiques pots de fleurs de Mingan ont été sculptés à même des couches calcaires horizontales. Ce piton représente en fait ce qui reste d'un volcan. C'est ce qu'on appelle un nec volcanique, le cou du volcan, c'est-à-dire la cheminée centrale formée de roches ignées très dures, plus dures que les roches environnantes, qui ont été plus facilement érodées. L'érosion différentielle qui se fait selon la composition et la structure des formations rocheuses permet, à l'aide de photographies aériennes, de mieux comprendre la géologie structurale et On a vu dans l'émission précédente que bien que l'érosion des côtes constitue une source de matériel sédimentaire important, c'est véritablement le matériel qui est arraché aux surfaces continentales et déposé sur les deltas qui constitue le gros des sédiments qui sont apportés à l'océan. Ce matériel est redistribué le long des côtes par les courants littoraux, mais il demeure en transit. Il va être transporté subséquemment vers l'océan, qui constitue finalement la grande fosse de dépôt. Voici le responsable de la construction des récifs, le corail. Ce corail, il est composé de calcaire solide, ici de l'aragonite. Le calcaire a été sécrété par une colonie de petits organismes, des polypes, chacun étant responsable de son petit coin de l'édifice. De plus près, vous voyez une multitude de loges dans lesquelles vivaient les polypes. Ces polypes possèdent dans leur tissu un symbiont algaire qu'on appelle zooxanthelle et qui, évidemment, fait la photosynthèse. Dans la quatrième partie, finalement, on va constituer un bloc de 4 émissions cette fois. Nous allons utiliser toutes les connaissances acquises pour faire une sorte de synthèse qui va se retrouver sous forme de l'histoire de la planète. Dans une première émission, nous allons voir à quoi correspond le temps géologique. Je vais vous parler, par exemple, comment on date les roches. Les deuxième et troisième émissions vont examiner l'histoire de la vie. Quand et comment est apparue la vie sur Terre. On va voir les diverses hypothèses qui sont avancées. Et puis ensuite, on va voir les principales étapes de l'évolution de cette vie. Et finalement, on va terminer avec la dernière émission, avec l'histoire des continents et des océans, comment continents et océans se sont développés à travers les temps géologiques. De beaux trilobites, ici, je vous ai déjà montré précédemment les trilobites dont la carapace, ici, est composée de calcite, donc c'est sa minéralogie originelle. Un autre petit trilobite ici, même âge que le précédent, 450 millions d'années environ, vous remarquerez que les moindres détails sont bien conservés sur cette carapace. Le squelette des poissons, en général, est composé de phosphate, mais il y a des exceptions, comme par exemple ici ce magnifique poisson fossile qui nous vient de Miguasha. Il s'appelle le Botryoplepis. Les 3 chercheurs de l'équipe de Whittington ont dû décortiquer des centaines de spécimens, feuillet par feuillet, pour arriver à reconstituer en 3 dimensions les organismes qu'ils représentaient. Voici quelques exemples des résultats qu'ils ont obtenus. Voici le fossile Opabina, à gauche, tel qu'il apparaît dans la roche, et à droite, le dessin réalisé par les chercheurs. On y voit plusieurs plèvres, une sorte... 2 mots sur la méthode. Les 13 périodes télévisuelles ont été conçues pour vous livrer rapidement l'essentiel des notions. Très important, elles sont accompagnées d'un site Internet qui devient le compagnon essentiel des émissions télévisées.
Vous y trouverez tout ce qui a été dit ici durant ces émissions, et même plus. Vous trouverez des compléments qu'on n'a pas pu traiter, qu'on n'a pas eu le temps de traiter ici durant les émissions télévisées. Vous vous rendrez compte que j'utilise énormément de schémas infographiques. Ces schémas infographiques, ils ont été simplifiés pour les besoins de la télévision. Vous les retrouverez tous sur le site Internet avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'explications. Vous trouverez aussi des liens à d'autres sites Internet qui vous permettront d'approfondir certains aspects qui vous auront plus intéressé. Je vous invite donc à visiter régulièrement ce site Internet. Particulièrement pour ceux et celles qui sont inscrits au cours, à chaque semaine, j'y tiens une rubrique dans laquelle vous trouverez des petites questions qui vont vous aider à revoir le cours et surtout à préparer l'examen. Voilà, nous sommes prêts à attaquer le premier sujet, la dérive des continents. Les 3 premières émissions de cette série sur la planète Terre vont traiter d'une théorie unificatrice qui sert maintenant de cadre au développement des sciences géologiques en général. Il s'agit de la théorie de la tectonique des plaques. En moins de 2 décennies, du début des années 60 au milieu des années 70, il y a eu une formidable révolution en sciences de la Terre. Je dirais que cette révolution est du même ordre que celle qu'a initiée Copernic et Galilée au 16e et 17e siècle en ce qui concerne notre compréhension de l'univers. Il y a donc l'avant et l'après tectonique des plaques. Nous allons d'abord faire un peu d'histoire et voir comment les anciens avaient une idée totalement différente de celle que nous avons en ce qui a trait à la dynamique terrestre. Les anciens avaient une vision toute fixiste de la surface de la Terre. Ils croyaient que les océans et les continents avaient toujours occupé la même position qu'ils occupent aujourd'hui. À l'instar d'Aristote, on croyait fermement à 2 choses. D'abord, que la Terre avait été créée par une suite de grandes catastrophes, et deuxièmement, que ces grandes catastrophes s'étaient faites en un laps de temps très court. Rapidement, continents et océans avaient été dessinés une fois pour toutes. Nous appelons cette vision de la formation de la Terre le catastrophisme. Une théorie satellite est venue s'ajouter à ce catastrophisme, le créationnisme, qui ajoute que finalement, c'est un être suprême qui est responsable de toutes ces catastrophes. Catastrophisme et créationnisme ont dominé la pensée jusqu'au début du 19e siècle et en fait, même encore aujourd'hui, certains le croient. Nous avons tous observé, en feuilletant notre premier atlas géographique, qu'il y a de part et d'autre de l'océan Atlantique un certain parallélisme dans le tracé des côtes des continents. Ce parallélisme est particulièrement évident entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Au 17e siècle, les cartes de l'Atlantique étaient suffisamment précises pour que les curieux, scientifiquement, remarquent ce parallélisme et surtout se posent la question quelle est son origine? En 1620, le grand naturaliste Francis Bacon relève le fait, mais ne tente pas de l'expliquer. Quelques décennies plus tard, en 1668, François Placet, dans un traité intitulé « La corruption du grand et du petit monde », où il est montré qu'avant le déluge, l'Amérique n'était point séparée des autres parties du monde, propose justement qu'avant le déluge, il y avait un grand bloc continental. Et que finalement, par un effondrement du centre de ce grand bloc, l'océan Atlantique a été formé. Il n'en fallait pas plus pour faire revivre la légende de l'Atlantide, ce grand continent qui, selon le poète Platon, se serait effondré dans l'Atlantique au large de Gibraltar, entraînant avec lui une grande civilisation. 2 siècles plus tard, en 1858, le catastrophisme garde toujours ses droits. Antonio Snider Pellegrini parle de séparation et de dérive dans son livre intitulé « La création et ses mystères dévoilés ».
Dans ce livre, l'auteur explique que les continents se seraient formés avant le déluge en un seul bloc du même côté de la Terre, à partir d'un bloc de roches en fusion. Le déluge a mis fin à l'état d'instabilité de ce bloc. Une gigantesque rupture s'est alors produite et a entraîné la séparation des Amériques et du Vieux Monde. Peu après, en 1879, George Darwin, le second fils de Charles Darwin, parle lui aussi de mobilisme. Pour lui, la Lune a été arrachée de la Terre il y a très longtemps, créant une énorme cicatrice. Ce grand vide aurait créé un état d'instabilité et la croûte granitique se serait fragmentée et les pièces auraient commencé à dériver. On ne peut pas être plus catastrophiste, n'est-ce pas? C'est au début du 20e siècle qu'a été proposée une nouvelle hypothèse qui, cette fois, ne faisait pas appel au catastrophisme des anciens, mais plutôt à un processus lent et uniforme. C'est la dérive des continents. On attribue généralement la paternité de ce concept à Alfred Wegener, un géophysicien et météorologue allemand, mais peut-être qu'il serait plus juste de l'attribuer à Frank Taylor, qui, 5 ans avant Wegener, en 1910, a proposé qu'un jour, il y avait un grand continent qui s'est fracturé et qui s'est ouvert pour donner naissance à l'océan Atlantique. Bien sûr, Taylor se basait sur la similitude du tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique. Cependant, il y avait un autre argument en sa faveur. Il avait observé que sur les marges continentales opposées aux marges de l'Atlantique, il y avait des chaînes de montagnes. Et il voyait que ceci était le résultat d'une sorte de bulldozage par les plaques continentales qui s'étaient déplacées. Sa démonstration n'était pas très simple, plutôt compliquée, et ce qui fait que ses contemporains ne l'ont pas véritablement retenu. En fait, elle est à toute fin pratique tombée dans l'oubli. 5 ans plus tard, c'est Wegener qui proposait sa dérive des continents, semble-t-il sans connaître les travaux de Taylor. Ce que proposait Wegener, c'est qu'avant les derniers 200 millions d'années, il n'y avait à la surface de la planète qu'un seul grand continent, qu'il a appelé la Pangée. Il y a environ 200 millions d'années, la Pangée s'est fragmentée en morceaux plus petits qui sont nos continents actuels. Ces morceaux de la Pangée se sont mis à dériver pour venir occuper la position qu'ils occupent présentement. C'est cette dérive qui est responsable de la formation de notre océan Atlantique. Disons-le maintenant, la préoccupation de Wegener n'était pas tellement de présenter une grande théorie planétaire, mais plutôt d'essayer de démontrer qu'il y avait eu un grand continent qui s'était fragmenté et qui finalement avait formé l'Atlantique. Contrairement aux positions des catastrophistes, Wegener apportait quand même des arguments à l'appui de sa théorie, des arguments qu'il tenait pour des preuves. Le premier argument évoqué était bien sûr le parallélisme entre le tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique. Wegener a utilisé pour construire son puzzle le tracé des rivages actuels, ce qui amenait une concordance souvent boiteuse. Par exemple, il avait un petit problème avec les arcs insulaires comme les Antilles. Il proposait alors qu'il s'agissait de petits morceaux de continent qui avaient été laissés à la traîne durant la dérive. Aujourd'hui, on sait que les Antilles sont des arcs volcaniques beaucoup plus jeunes que la Pangée, ce que nous verrons dans la seconde émission. Malheureusement pour Wegener, cette concordance était souvent approximative, ce qui donnait passablement de munitions à ses détracteurs. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas avec ce n'est pas avec les côtes des continents qu'on doit faire la concordance, mais avec la marge des plateaux continentaux. Cependant, Wegener ne connaissait pas suffisamment la structure de la croûte terrestre pour pouvoir utiliser cet argument. Le deuxième groupe d'arguments utilisés par Wegener, c'est des arguments qui lui sont venus de la paléontologie. Au temps de Wegener, la paléontologie était assez bien connue, une discipline assez bien développée. On avait récolté des fossiles sur à peu près les 5 grands continents. Et c'est dans cette répartition des fossiles que Wegener trouvait ses arguments. En fait, son argument tournait autour du fait que
on retrouvait sur des continents qui sont séparés par de très larges océans, on retrouve des fossiles d'organismes qui sont franchement terrestres. Comment des organismes terrestres auraient-ils pu traverser de si larges océans? Par exemple, on retrouve les restes fossiles d'un reptile prédateur terrestre du nom de Sinognathus, qui a vécu il y a environ 240 millions d'années en Amérique du Sud et en Afrique. Un autre exemple nous est fourni par Mesosaurus, un petit reptile qui ne vivait que dans les lacs d'eau douce ou les fleuves, donc incapable de traverser un océan d'eau salée. Ces restes fossiles datant de 260 millions d'années ont été retrouvés dans le sud de l'Amérique du Sud et dans le sud de l'Afrique. Les restes fossiles de l'Istrostourus, un autre reptile terrestre qui a vécu il y a 240 millions d'années, ont été trouvés en Afrique, en Inde et sur le continent antarctique. Une plante terrestre fossile, Glossopteris, ayant existé il y a 240 millions d'années, se retrouve en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Inde, dans le sud de l'Australie et en Antarctique. Comment des organismes terrestres auraient-ils pu traverser de si larges océans? Bien, la réponse de Wegener est simple. Ils n'ont pas eu à le faire, puisqu'à l'époque où ils ont vécu, il n'y avait qu'un seul grand continent, la Pangée. Et ainsi, toujours selon Wegener, on comprend mieux les aires de répartition de ces organismes. Ces arguments paléontologiques peuvent vous paraître, à première vue, convaincants. Mais il y a eu des sceptiques, et parmi ceux-ci, surtout les paléontologues. Ils ont tenté de trouver des explications alternatives à la répartition actuelle des fossiles de ces organismes. Ne pourrait-on pas considérer que ces organismes terrestres aient pu dériver, accrochés à des matériaux flottants et qu'ils aient pu ainsi parvenir à traverser l'océan? Ou encore, on pourrait très bien imaginer que, pouvant nager sur de courtes distances, ils auraient finalement traversé l'océan d'une île à l'autre. Ou mieux, peut-être existait-il des isthmes permettant un passage à sec. Finalement, ils furent peu nombreux, mais certains ont vraiment cru à l'argumentation de Wegener à l'effet qu'il y a vraiment eu dérive des continents. Le troisième argument de Wegener à l'appui de sa thèse de la dérive des continents, c'est l'argument des paléoclimats. Wegener n'était pas que géophysicien, il était aussi météorologue. Il s'intéressait au climat actuel, évidemment, mais aussi au climat ancien, ce qu'on appelle les paléoclimats. Nous savons qu'il fait chaud à l'équateur et qu'il fait froid au pôle. Il se développe donc au pôle de grandes masses de glace qui peuvent atteindre des épaisseurs atteignant les quelques milliers de mètres. Ces glaces vont donc laisser des traces sur les continents. C'est ce qu'on appelle ces masses les calottes glaciaires. Aujourd'hui, on connaît la calotte glaciaire du Groenland et la calotte glaciaire de l'Antarctique. Le point important ici, c'est que les calottes glaciaires laissent des traces sur les continents. Prenons comme exemple la calotte glaciaire de l'Antarctique. À cause de son poids, la glace s'écoule lentement, mais elle s'écoule des points hauts des continents vers les points les plus bas. En gros, donc, du centre des continents vers les océans. L'inverse irait à l'encontre de la loi de la gravité. Nous verrons cela plus en détail dans une autre émission. Cette glace gratte le roc sur lequel elle s'écoule et y laisse des marques comme celles que vous voyez sur cette photo. Des marques qui permettent aux géologues de déterminer le sens et la direction de l'écoulement. De plus, l'écoulement sur le roc va raboter ce roc et va donc produire aussi des dépôts qui sont tout à fait caractéristiques. Nous savons qu'il a existé dans le passé géologique des périodes où il y a eu des calottes glaciaires. Nous le savons principalement parce que nous sommes capables de reconnaître ces dépôts et de reconnaître aussi les marques qui ont été laissées par l'écoulement de la glace. Tout cela pour vous dire que du temps de Wegener, les géologues avaient découvert qu'il y avait eu des traces de calottes glaciaires sur certaines portions des continents. Bien sûr, Wegener était au courant de cette découverte. Ainsi, le sud de l'Afrique montre des traces de glaciation avec des écoulements de la glace dans le sens des flèches, comme s'il y avait eu le centre d'une calotte glaciaire à la pointe sud de l'Afrique. Même chose pour l'Inde avec des écoulements de la glace vers le centre du continent asiatique. Et il en est ainsi pour le sud de l'Australie, le sud de l'Amérique du Sud et l'Antarctique.
S'il n'est pas surprenant de retrouver des évidences de glaciation en Antarctique, on peut se demander comment expliquer l'existence de calottes glaciaires en Afrique du Sud, en Inde et dans une partie de l'Australie, 3 régions qui se situent présentement en zone tropicale ou subtropicale. À nouveau, Wegener offre sa solution. Ces régions glaciaires se trouvaient au pôle Sud. On peut donc aisément comprendre qu'il s'y soit développé une grande calotte glaciaire dont le sens d'écoulement des glaces nous est donné par les flèches. Le 4e argument utilisé par Wegener m'apparaît l'argument le plus intéressant. Il s'agit non pas seulement de la concordance des côtes des continents, mais aussi de la concordance des structures géologiques à l'intérieur même des continents. Il n'est pas nécessaire d'être amateur de puzzle pour savoir qu'il ne suffit pas de pouvoir uniquement emboîter les morceaux pour réussir son puzzle. Mais encore faut-il qu'on obtienne une image cohérente. Les 2 morceaux du puzzle de Wegener qui semblent le mieux s'emboîter sont l'Amérique du Sud et l'Afrique. En Amérique du Sud, il y a 2 boucliers de roches très vieilles datant de plus de 2 milliards d'années, le bouclier guyanais et le bouclier brésilien. Du côté de l'Afrique, on trouve 4 boucliers de roches très anciennes, elles aussi plus vieilles que 2 milliards d'années, dont les boucliers ouest-africains et angolais. Sur la côte est du Brésil, on trouve en plus 2 petites parcelles de boucliers anciens que pointent ici les flèches. Si on emboîte les 2 morceaux du puzzle, on voit que ces 2 petits morceaux se rattachent aisément aux 2 boucliers ouest-africains et angolais du continent africain. De plus, on remarque une certaine concordance des traits géologiques représentés sur cette image ici par les traits en blanc. Vous conviendrez que cette situation suggère qu'un jour, ces 2 continents étaient ensemble. Qu'en est-il maintenant plus au nord, entre l'Amérique du Nord et l'Europe? Voyons sur cette carte quelles sont les principales chaînes de montagnes au pourtour de l'Atlantique Nord. Du côté Amérique, on a la chaîne des Appalaches qui s'étend du nord de la Floride jusqu'à Terre-Neuve. En Europe, la chaîne des Calédonides traverse les îles britanniques et s'étend jusque dans la partie occidentale de la Scandinavie. Dans le nord-ouest de l'Afrique, on a une chaîne un peu moins connue, les Mauritanides. Les géologues savent bien que ces 3 chaînes de montagnes ont le même âge et sont très semblables quant à leur structure géologique. Si on rapproche les continents à la manière de Wegener, on est certes tenté de conclure que ces 3 chaînes de montagnes ne formaient en somme qu'une seule et même chaîne de montagnes. Cette chaîne est coincée entre, du côté américain, le bouclier canadien et le bouclier groenlandais, et du côté européen, les boucliers baltes et africains. Elle se compose des Appalaches en Amérique du Nord, des Mauritanides en Afrique du Nord et des Calédonides aux îles britanniques, au Groenland et en Scandinavie. Wegener était donc convaincu, sur la base des preuves qu'il avait amassées, que dans un passé lointain, nos continents étaient tous réunis en un seul même bloc continental qu'il a appelé la Pangée. Qu'il y a 200 millions d'années, cette Pangée s'est fragmentée, que ces pièces ont dérivé les unes par rapport aux autres et que l'océan Atlantique a été créé. Avec tous ces arguments, auriez-vous été d'accord avec les idées de Wegener? Ses contemporains ne l'ont pas été et il est difficile de ne pas être d'accord avec eux. Wegener apportait des évidences assez convaincantes à l'effet qu'un jour, tous les continents étaient ensemble, sauf qu'il n'apportait pas de preuve de cette dérive des continents. À la limite, on pourrait tout aussi bien invoquer les scénarios catastrophistes des anciens pour expliquer certaines des constatations de Wegener. Son problème majeur, c'est qu'il n'avait pas trouvé de mécanisme pour expliquer cette dérive. Il a bien démontré que la répartition actuelle des fossiles, que la répartition des traces de glaciation d'il y a 250 millions d'années, que même les structures internes, la concordance des structures internes des continents soulevait des questions très intéressantes et des questions auxquelles il faut tenter de répondre. Il aura fallu attendre 40 ans pour que l'idée de Wegener refasse surface et qu'on se mette véritablement à la recherche de ce mécanisme de la dérive des continents.
Mais avant d'attaquer ce sujet et pour bien comprendre comment se sont développées les idées au début des années 60, il nous faut bien connaître l'intérieur de la Terre. Nous allons discuter de ce sujet de la nature de l'intérieur de la Terre en deux volets. Je vais d'abord exposer ce que nous connaissons et ensuite nous allons voir comment nous le connaissons. Lorsque nous étions enfants et qu'on demandait qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la Terre, on nous répondait, du moins à ceux de ma génération, que l'intérieur de la Terre était composé d'une boule de feu. Des représentations comme celle-ci, qui avaient cours encore dans les atlas des années 60, nous confortaient dans cette perception. On y reconnaissait trois zones, la lithosphère, une couche rigide à la surface du globe, la pyrosphère, la couche chaude composée de roches en fusion, le magma, et la baryosphère, une couche lourde, rigide comme l'acier. Aujourd'hui, la croyance populaire est toujours à l'effet que l'intérieur de la Terre est composé de roches en fusion, une sorte de magma si on veut. La réalité, pourtant, est beaucoup plus complexe. Les modèles développés par les physiciens et géophysiciens nous montrent un intérieur de la Terre composé d'une succession de couches concentriques, chacune ayant des propriétés différentes. Au centre, un noyau qui se divise en deux couches. Ensuite, il y a le manteau qui, lui, se divise en trois couches. Et finalement, il y a une mince pellicule rigide, superficielle, qu'on appelle la croûte terrestre. Certains disent l'écorce terrestre. Je reviendrai plus en détail sur cette structure interne de la Terre dans quelques minutes, mais d'abord, faisons à nouveau un peu d'histoire. Depuis Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'au 19e siècle, on peut dire que c'est le règne de l'imaginaire. On pense à une Terre creuse, par exemple, ou encore à une Terre formée de plusieurs couches d'eau et de terre. Aristote croyait ferme que l'intérieur de la Terre était composé d'une suite de réseaux de canaux et de cavités dans lesquels circulaient l'eau et le vent. Dans le même ordre d'idées, au 17e siècle, on a même tenté d'expliquer le déluge. On voyait la Terre comme une sphère remplie d'eau avec une mince pellicule rigide à l'extérieur. La chaleur du soleil aurait craquelé cette surface extérieure, elle se serait effondrée et aurait fait jaillir l'eau du déluge. Au début du 19e siècle, la géologie commençait à prendre son essor. Le problème était maintenant étudié par des géologues. Ils avaient bien observé que lorsqu'on descendait dans les mines, la température augmentait. Donc, ils avaient compris que plus on s'enfonce vers l'intérieur de la Terre, plus la température augmente. Ils avaient même réussi à calculer ce taux d'augmentation de température. Ils avaient aussi expérimentalement réussi à faire fondre de la roche et s'étaient rendu compte qu'au-dessus des 1200 degrés Celsius, la roche fondait. Elle se transformait donc en magma. Donc, pour les géologues, rapidement, ils ont pensé que l'intérieur de la Terre était uniquement composé de magma. Cette idée a été cependant contestée rapidement. Ceux qui contestaient ont dit qu'on avait oublié finalement un paramètre qui était la pression, et que cette pression était suffisante à l'intérieur de la Terre pour empêcher que la roche fonde et donc pouvait la maintenir solide. Au milieu du 19e siècle, le physicien anglais Lord Kelvin, un scientifique très influent de son époque, a statué que l'intérieur de la Terre était rigide comme de l'acier. Il basait cette idée sur le fait que si l'intérieur de la Terre avait été liquide, elle se comporterait donc en fonction des marées et qu'il y aurait donc une déformation de la Terre 2 fois par jour. À la fin du 19e siècle, l'étude des météorites et la recherche sur la répartition des densités de la matière à l'intérieur de la Terre a permis de proposer qu'on avait au moins 3 couches principales. Une couche interne qui est le noyau, composé de fer et nickel, très dense, une recouverte d'une couche
un peu moins dense, composée essentiellement de silicium, de magnésium et de fer, et finalement une couche beaucoup moins dense, plus légère, composée de silicium et d'aluminium, qui forment finalement les continents. On se rapprochait donc de la réalité, mais il y avait encore passablement de chemin à faire. Et c'est grâce à la construction de modèles sismologiques durant la première moitié du 20e siècle qu'on va en arriver à présenter une image relativement réaliste et cohérente de l'intérieur de la Terre. Je reviendrai sur le sujet dans quelques minutes. Comme je vous l'ai dit, nous allons d'abord examiner ce que nous savons et ensuite nous verrons comment nous l'avons connu. Regardons d'un peu plus près ces trois grands ensembles que sont le noyau, le manteau et la croûte terrestre. Le noyau, très dense, est composé, croit-on, de fer et de nickel. Il se divise en deux couches, le noyau interne solide et le noyau externe liquide. Au total, le noyau forme 17% du volume de la Terre. Le manteau est composé d'une roche qu'on appelle péridotite. C'est une roche riche en fer, magnésium, silicium et oxygène. On a d'abord cru qu'il se divisait en deux seulement, un manteau inférieur solide et un manteau supérieur plastique, c'est-à-dire ni liquide ni solide, mais ayant la consistance de la plasticine. Je reviendrai dans quelques minutes sur ce manteau supérieur, car il n'est pas aussi homogène qu'on l'avait d'abord cru. Au total, le manteau compte pour 81% du volume de la Terre. La dernière couche, c'est la croûte terrestre, ce qu'on peut appeler l'épiderme de la Terre, qui varie en épaisseur de 5 à 65 km et qui forme moins de 2% du volume terrestre. Voyons maintenant les choses d'un peu plus près. Ce schéma, qui n'est pas dessiné à l'échelle, vous montre les couches de l'intérieur de la Terre un peu plus en détail. La distinction entre noyau, manteau et croûte terrestre a été reconnue dès le début du 20e siècle. En 1909, le géophysicien yougoslave Andrei Morovičić a mis en évidence une discontinuité de densité entre la croûte terrestre et le manteau, ce qu'on appelle aujourd'hui la discontinuité de Mohs. Quelques années plus tard, en 1914, un géophysicien allemand, Benno Gutenberg, a découvert une autre discontinuité, celle qui se trouve entre le manteau et le noyau, et qu'on a appelée la discontinuité de Gutenberg. Plus tard, en 1936, la sismologue danoise Inge Lehmann met en évidence la présence d'une graine dans le noyau, marquée par une discontinuité qui souligne la limite entre noyau interne solide et noyau externe liquide. Cette discontinuité, évidemment, portera son nom. Examinons d'un peu plus près la croûte terrestre. Elle est recouverte d'une mince couche de sédiments, ce matériel meuble qui recouvre le roc solide et qui provient de l'érosion de la croûte. La croûte elle-même, solide, ne forme qu'une mince pellicule à la surface du globe. Son épaisseur est variable et va de 5 à 10 km au niveau des océans jusqu'à un maximum de 65 km au niveau des plus hautes chaînes de montagnes. Il y a deux sortes de croûtes terrestres. D'abord, la croûte continentale, qui est cette portion qui, en gros, forme les continents et qui est composée de roches d'une densité moyenne de 2,7. Et puis la croûte océanique, celle qui se trouve sous les océans et qui a une densité légèrement plus élevée de 3,2. En comparaison, le manteau sous-jacent à la croûte terrestre a une densité légèrement plus élevée encore de 3,3. C'est le contraste de densité entre une croûte qui varie de 2,7 à 3,2 et un manteau à 3,3 qui est responsable de la discontinuité de Mohs. Je vous ai dit il y a quelques minutes que le manteau supérieur était plastique. En fait, on a découvert au milieu du 20e siècle que l'état de la matière du manteau supérieur n'est pas homogène, mais qu'il y a deux couches. La plus grande partie du manteau supérieur est en effet plastique, c'est-à-dire que son matériel est malléable, un peu comme de la pâte à modeler. La portion supérieure du manteau, celle qui se trouve juste sous la croûte terrestre et qui apparaît en brun foncé sur ce schéma, est par contre, elle, solide.
Cette découverte de la présence d'une couche rigide en dessous de la croûte terrestre et dans la partie supérieure du manteau est fondamentale pour notre compréhension de la façon avec laquelle vont se déplacer les plaques à la surface de la planète. C'est là l'élément qui manquait à Wegener. On a donc senti le besoin de proposer deux nouveaux termes. On appelle la lithosphère la couche rigide formée par la croûte terrestre, incluant croûte continentale et croûte océanique, ainsi que la partie solide du manteau supérieur. Et on appelle asténosphère la couche plastique sur laquelle repose la lithosphère. Ces deux termes sont une réalité très importante à retenir, car on va les utiliser très fréquemment dans notre discussion sur la théorie de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, on parle de lithosphère océanique pour cette portion de la lithosphère qui se situe en dessous des océans, et on parle de la lithosphère continentale pour cette portion de la lithosphère qui se situe en dessous des continents. Nous venons de voir que l'intérieur de la Terre est constitué par une suite de couches qui se superposent les unes sur les autres et qui se distinguent par l'état de la matière solide, liquide ou plastique, par la composition et par la densité. Comment le savons-nous? Bien, nous le savons par une sorte d'échographie de l'intérieur de la Terre, une échographie qui a été établie à partir des ondes sismiques qui sont émises par les tremblements de terre. C'est par l'étude de ces ondes sismiques que les sismologues Mohorovičić, Gutenberg et Lyman ont pu établir avec assez de cohérence cette image de l'intérieur de la Terre. Lorsqu'il se produit un tremblement de terre, il y a des ondes qui sont émises dans toutes les directions. Pour le besoin de nos études, on considère deux grands domaines de propagation des ondes. Il y a les ondes qui sont émises à la surface, donc les ondes de surface, qui se propagent dans la croûte terrestre. Ce sont les ondes qui sont responsables de toute cette destruction reliée au tremblement de terre. Et puis, il y a les ondes de volume, celles qui se propagent à l'intérieur de la planète et qui peuvent être enregistrées à plusieurs endroits à la surface du globe. Pour l'instant, ce sont les ondes de volume qui nous intéressent. On reconnaît deux grands types de ces ondes de volume. Les ondes qu'on appelle les ondes S, ce sont des ondes de cisaillement, et des ondes de compression qu'on appelle les ondes P. Une bonne façon de visualiser ce qu'est une onde S, c'est d'observer l'ondulation d'une corde à laquelle on aurait transmis une pulsation verticale. C'est une onde de type sinusoïdal. Les matériaux traversés par cette onde seront déformés dans un plan vertical, comme le montre cette animation. L'onde P peut être visualisée par un mouvement de compression et de dilatation du matériel dans lequel l'onde se propage un peu comme dans un slinky. Comme le montre cette image, le matériel est tour à tour dilaté et comprimé. Ce type d'onde est assimilable, par exemple, aux ondes sonores. Deux points sont importants ici. D'abord, que les ondes P se transmettent dans tous les états de la matière, c'est-à-dire solide, liquide ou gazeux, alors que les ondes S ne se transmettent qu'uniquement dans la matière solide. Deuxièmement, que la vitesse des ondes varie avec la densité de la matière. La vitesse sera d'autant plus grande que la densité sera plus élevée. L'enregistrement des ondes sismiques à partir des nombreux séismes en divers points du globe a permis aux sismologues de proposer une image relativement réaliste et cohérente de l'intérieur de la Terre. Ce graphique nous explique comment. Dans la partie droite du graphique, on a une tranche du globe terrestre avec les diverses couches dont nous venons de parler. Noyau, manteau inférieur, manteau supérieur, asténosphère et lithosphère. À gauche de cette tranche, on a un graphique qui met en relation sur l'axe horizontal la vitesse de propagation des ondes sismiques et sur l'axe vertical la profondeur en kilomètres à l'intérieur de la Terre à partir de la surface. Sur ce graphique, on a deux courbes. La courbe P, qui représente la variation de la vitesse des ondes P en fonction de la profondeur, et la courbe S pour la variation de la vitesse des ondes S. Analysons d'abord la courbe des ondes S, la courbe verte. Suivons cette courbe à partir de la surface de la Terre. On voit d'abord qu'il y a une augmentation progressive de la vitesse des ondes
jusqu'au contact entre la lithosphère et la sténosphère, puis qu'il y a ensuite comme une petite chute dans la demi supérieure de la sténosphère. Cette chute est interprétée comme le fait qu'on passe du matériel solide de la lithosphère au matériel plastique de la sténosphère. La courbe montre ensuite une légère augmentation dans la vitesse des ondes à partir du manteau inférieur. Puis subitement, les ondes ne passent plus. Rappelons-nous que les ondes S ne se propagent pas dans les liquides. On passe donc ici d'un solide à un liquide. C'est la discontinuité de Gutenberg entre un manteau inférieur solide et un noyau externe liquide. Comme pour la courbe des ondes S, la courbe des ondes P montre une augmentation progressive des vitesses dans la lithosphère. Puis, comme pour la courbe des ondes S, un bris de cette progression au niveau du contact lithosphère à sténosphère indique qu'on passe du matériel solide de la lithosphère au matériel plastique de la sténosphère. Par la suite, il y a une augmentation progressive des vitesses dans le manteau inférieur. Mais contrairement aux ondes S, les ondes P se propagent dans le noyau externe liquide avec cependant une chute marquée à la discontinuité de Gutenberg, parce que les ondes P se propagent moins vite dans les liquides que dans les solides. Finalement, il y a une augmentation subite des vitesses au contact entre le noyau externe liquide et le noyau interne solide. C'est la discontinuité de Lyman. Ce graphique de la variation des vitesses des ondes sismiques avec la profondeur permet aussi d'estimer la densité du matériel. C'est ce que montre ici le graphique à l'extrême gauche, où se retrouvent sur l'axe horizontal les valeurs de la densité. De la surface jusqu'au noyau externe, l'augmentation progressive de la vitesse des ondes P et S indique une augmentation progressive de la densité du matériel. Au contact manteau-noyau, c'est-à-dire à la discontinuité de Gutenberg, les valeurs de la vitesse des ondes P dans un matériel liquide impliquent qu'il y a une augmentation importante de la densité. Par la suite, cette densité augmente progressivement avec un léger saut au contact noyau externe et noyau interne. Nous venons de voir comment on est arrivé à comprendre l'état et la densité de la matière qui forment les couches de l'intérieur de la Terre. Mais ceci ne nous donne pas la composition de ces couches. Nous connaissons assez bien la composition de la croûte terrestre puisque nous pouvons échantillonner cette croûte à la surface et donc étudier ces roches. Nous la connaissons aussi par les nombreux forages qui l'ont traversée. Mais que savons-nous de la composition du manteau? Malgré tous les efforts à cet effet, aucun forage n'a encore réussi à traverser le Moho et par conséquent à obtenir un échantillon du manteau. Pourtant, nous sommes à peu près certains qu'il s'agit d'une roche qu'on appelle péridotite, c'est-à-dire une roche très riche en silicates de fer et de magnésium. Comment le savons-nous? Bien, essentiellement, c'est à partir des volcans. La lave des volcans, qu'on retrouve particulièrement au niveau des dorsales médio-océaniques, est une lave basaltique. Cette lave, elle est le produit de la fusion partielle du manteau, donc fusion partielle des roches du manteau. Et compte tenu de sa composition, on est à peu près certain qu'il s'agit de fusion partielle de péridotite. C'est là un sujet sur lequel on va revenir dans une prochaine émission. En ce qui a trait au noyau, bien, notre connaissance est une connaissance indirecte. En ce sens que on sait que le matériel originel qui a formé la planète Terre est le même que celle des météorites. Donc, en étudiant les météorites, que l'on connaît être très riches en fer et en nickel, on peut donc penser que ce matériel, lorsque la Terre s'est formée, a été concentré, a migré vers le centre de la planète et que par conséquent, il s'agit de matériel très riche en fer et en nickel. Nous venons de voir qu'à la fin du 20e siècle, une proposition, somme toute, assez révolutionnaire a été amenée par Wegener, la dérive des continents. Même si cette proposition n'a pas été acceptée par ses contemporains, Wegener apportait quand même des faits, des constatations très intéressantes. Et ces faits, ces constatations, finalement, ont été créateurs de science. On s'est mis à la recherche, finalement, de ce mécanisme qui manquait à Wegener pour expliquer sa dérive.
Dans la prochaine émission, nous verrons donc comment la théorie de la tectonique des plaques vient répondre aux interrogations de Wegener et comment est-ce que maintenant on comprend ce mécanisme de la dérive. D'ici là, je vous invite à consulter le site Internet sur lequel vous trouverez des compléments à cette émission.